Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le premier podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles. Je suis Estelle, sa créatrice et également famille relais bénévole pour l'école des chiens guides de Paris depuis plus de 4 ans. Je vous donne rendez-vous chaque premier et troisième vendredi du mois pour partager avec vous mes rencontres avec des familles d'accueil, des maîtres chiens guides, mais aussi plein d'autres invités engagés auprès des chiens guides d'aveugles. Dans cet épisode, je vous présente Justine, qui est accompagnée au quotidien par Naya, sa chienne guide de l'école de Toulouse. Malvoyante de naissance, Justine perd une grande partie de sa vision à l'adolescence et s'équipe d'une canne blanche pour sa sécurité à son arrivée dans la ville rose. Mais comment se diriger dans une ville en mouvement permanent ? Justine nous raconte sa première rencontre avec Naya et revient aussi sur le débat de l'individualisation de l'allocation adulte handicapé, souhaitant s'installer avec son copain au risque de devenir dépendante de lui financièrement. Place à l'épisode. Bonjour Justine. Bonjour Estelle. Merci de me consacrer un peu de temps aujourd'hui, du coup, à distance, puisqu'on va le voir, tu es un peu plus loin que la région parisienne dans laquelle je me trouve, notamment en plus avec le confinement. Et bien justement, je vais te laisser te présenter, nous dire un peu ce que tu fais au quotidien, qui tu es, en dehors de ton lien avec les chiens guides d'aveugles. Alors bonjour à tous, alors je m'appelle Justine, j'ai 22 ans et donc j'habite à Toulouse, un petit peu loin de Paris. Moi je suis étudiante, donc j'ai fait mes études en musique et j'ai obtenu une licence en musicologie en juin 2020. Et là, actuellement, je suis en année de césure et je fais un service civique. Dans un théâtre où je m'occupe de la programmation. Actuellement, c'est pas la période où il y a le plus de travail à cause du confinement, mais bon, voilà, c'est un travail qui me plaît. Et normalement, je reprends mes études en musique l'année prochaine. Donc l'année prochaine, en septembre 2021 ? En septembre 2021. Ouais, voilà. Et du coup, donc tu es étudiante, tu fais, j'imagine, pas mal de musique à côté. Beaucoup de musique, oui. Qu'est-ce que tu fais comme musique ? Je joue de pas mal d'instruments, donc moi je fais de la guitare, du ukulélé, de la mandoline, un petit peu de piano, du chant, avec des niveaux différents. Je suis au conservatoire en orchestre et en chœur, donc au conservatoire de Toulouse. Là avec le Covid c'est un peu compliqué parce qu'on a très peu d'orchestre, très peu de chorale, mais bon on tient bon, on espère pouvoir rejouer et rechanter bientôt si c'est possible. On le souhaite tous en tout cas, mais on remarque que tu es très dynamique du côté musical en tout cas. Ouais, beaucoup. Et du coup, alors, si on discute ensemble aujourd'hui, c'est parce que donc toi comme moi, on a un lien avec les chiens guides d'aveugles. Oui, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus quand et comment les chiens guides sont rentrés dans ta vie et quel rôle ils ont dans ta vie ? Je pense qu'on va commencer l'histoire par ordre un petit peu chronologique. Alors, moi, je suis malvoyante de naissance. J'ai toujours eu une vision très mauvaise aux alentours entre 1 et 2 dixièmes suivant la forme. Donc quand j'étais adolescente, j'ai eu ma vue qui a énormément dégringolé suite à diverses opérations et des complications. Quand tu dis que tu étais malvoyante de naissance, est-ce que tu peux nous illustrer, alors pour qu'on essaye un peu d'envisager comment tu perçois un peu les choses et comment tu les percevais à l'époque ? Alors ce que je dis souvent aux enfants qui me demandent, donc je dis que quand je suis debout, je ne peux pas compter mes orteils. Donc en fait, je dirais que une bulle autour de 1 mètre autour de moi, je vais voir de manière plus ou moins nette. Et au-delà, ça va être des taches de couleur, en fait. C'est pas trouble, mais c'est juste des taches de couleur qui se superposent, mais qui n'ont pas vraiment de sens, en fait. Et je vois pas non plus les volumes et tout ce qui est bosse, tout ce qui est creux. Pour moi, le monde est plat et en 2D, donc c'est un petit peu compliqué dans les déplacements. Alors, quand j'étais beaucoup plus jeune au collège, on m'avait dit que j'étais à la limite de pouvoir passer le permis de conduire, donc je devais être autour de 4 dixièmes quand j'étais vraiment en très bonne forme. Donc après, ça a baissé et le permis est parti très loin, quoi. Mais donc voilà, pour une idée vague de la vision que j'ai, c'est ça. Après, j'arrive encore de près à lire. Je lis je lis pas le journal, mais j'arrive à lire je dirais du Arial 16, quelque chose comme ça. Je sais pas si ça parle beaucoup, mais tu arrives notamment à lire ton téléphone, puisque je sais quand on s'était croisés, ça fait partie des usages que tu arrives encore à faire. Mon téléphone, l'ordinateur, après j'utilise un petit logiciel pour zoomer l'écran pour pas avoir à forcer. Les partitions, j'arrive encore à les lire. Après, souvent pour plus de confort, je les recopie et je les agrandis. Donc encore, à ce niveau-là, j'ai de la chance.
Donc, t'as vu ces dégradés, tu disais, après le collège? Ouais, à l'adolescence, quand j'étais au lycée, j'ai subi une opération qui devait me permettre d'avoir un meilleur confort de vision. Voilà, sans rentrer dans les détails médicaux, mais j'aurais dû ne serait-ce au moins garder la vue que j'avais, si ce n'est augmenter. Donc, c'était une opération qui devait m'apporter que du bonus. Et il se trouve qu'il y a eu des complications pendant l'opération qui ont fait que j'ai un œil en fait qui a énormément souffert de cette opération et dont j'ai perdu beaucoup de vision. Donc là, je dois être, je pense, aux alentours de 1/10 à cet œil-là. Et puis après, par conséquent, en suivant les années, l'autre œil a baissé aussi. Donc voilà. Donc là, je suis entre 1 et 2/10 de vue aux deux yeux. Donc il y a des jours où ça va mieux, des jours où ça va moins bien. Voilà, ça dépend de beaucoup de choses et ça, j'y peux rien. Cette vue a baissé, donc on imagine que tu es accompagnée aujourd'hui d'un chien guide. Comment c'est arrivé? Est-ce que c'est quelque chose qui était inné pour toi? Est-ce que tu y avais déjà pensé ou pas du tout? Alors justement, en fait, donc j'ai toujours été suivie, donc j'ai fait une scolarité normale, mais j'ai toujours été suivie dans des centres spécialisés, donc où j'avais quelques heures par semaine pour voir des outils, ce genre de choses. Et donc déjà, quand j'étais plus jeune, dès petite, on commençait à nous parler, des moyens qu'on aurait pour se déplacer, et notamment des chiens guides. Mais alors quand j'étais petite, c'était très très lointain, et je me disais je verrai. Puis à cette époque-là, j'avais pas spécialement de problème pour me déplacer, voilà. Et après, c'est revenu. Donc quand je suis arrivée à Toulouse. Pour mes études supérieures, je me suis mis à étudier le braille dans un centre à l'Institut des jeunes aveugles de Toulouse. Et donc là, j'ai côtoyé des gens qui avaient des chiens, donc justement des maîtres chiens. Et à force de les côtoyer et de parler avec eux et tout ça, c'est eux qui m'ont gentiment amené à l'idée que peut-être je pourrais avoir un chien guide, sachant que moi j'étais persuadée que tant que j'étais voyante, c'était pas la peine parce que le chien guide d'aveugle c'était réservé pour les aveugles. À cette époque-là, dans ma tête, ça se limitait à ça, quoi. Et j'avais pas du tout pensé à la possibilité que même si j'étais malvoyante, je pouvais avoir un chien. Surtout qu'à cette époque-là, je me déplaçais avec une canne et j'en pouvais plus de la canne. C'était assez atroce. C'est ce que j'allais te demander. La canne, du coup, elle est arrivée dans ta vie au moment de ton adolescence, du coup, quand tu as perdu un peu, et puis tu nous disais après cette opération, du coup, qui s'est pas forcément si bien passée que ça. Elle est arrivée surtout quand je suis arrivée en études supérieures à Toulouse, parce que avant j'étais au lycée, j'étais interne dans un lycée que je connaissais très bien, donc je voyais pas l'intérêt. Et puis je me déplaçais pas de manière dès que j'avais besoin d'aller quelque part, on m'y amenait ou je prenais le train, mais je côtoyais finalement que des lieux que je connaissais. Et en fait, la canne est arrivée dans ma vie quand je suis arrivée à Toulouse, parce que là, il y a eu les transports, il y a eu une ville que je connaissais finalement que très très peu. Je suis arrivée, en plus, j'habitais pas au centre-ville de Toulouse, je suis arrivée dans une ville en périphérie que je connaissais pas. Et du coup, la canne est arrivée à ce moment-là dans ma vie petit à petit. Au début, c'était que de nuit, puis après, ça a été tout le temps parce que je me suis rendu compte que c'était quand même beaucoup plus simple. Et sauf que la canne, à la fin, j'en pouvais plus, je l'avais en horreur. Je l'ai assez mal vécu, moi, la canne. Et c'est vrai que le chien guide a été une autre porte de sortie était bienvenue quoi à ce moment-là. Et du coup, tu dis que tu croisais beaucoup ces maîtres chiens, donc pas forcément aveugles, aussi déficients visuels. D'ailleurs, c'est le mot qu'on emploie le plus souvent. Petit à petit, l'idée de pouvoir être toi-même guidé par un chien guide a germé, on va dire. Comment tu étais rapprochée du coup de l'école? Je me souviens d'avoir eu une discussion plus poussée avec l'un des maîtres de chien guide il m'a dit écoute, je te donne le numéro de téléphone de l'instructeur en locomotion de l'école. Tu l'appelles, tu dis que tu viens de ma part et que tu veux en savoir plus. Et du coup, j'ai appelé cette personne. Et on a parlé et donc j'ai eu un rendez-vous avec lui la semaine d'après. Donc ça a été assez rapide, c'était en juin 2018 ça. D'accord. Il est venu me présenter les chiens guides, il est venu voir l'appartement que j'avais à l'époque et quelques trajets que je faisais, voir si c'était adapté ou pas. Voilà. On a discuté, il a rencontré mes proches aussi, il avait rencontré ma maman parce que je voulais qu'elle donne son avis elle aussi parce que ça allait pas changer que ma vie, ça allait changer la vie de tout le monde quoi. Donc et suite à ce rendez-vous, alors je sais pas du tout comment ça se passe à Paris, mais à l'école des chiens guides de Toulouse, ils nous font venir
venir sur 2 jours pour faire des bilans en locomotion, donc pour voir comment on se débrouille avec notre canne, et pour essayer des chiens, mais juste pour voir le feeling qu'on a avec le chien, voir si on trouve un confort ou pas à être guidé par un chien, et est-ce qu'on s'entend bien, ou est-ce qu'au contraire on a des peurs, voilà, parce qu'il y a des personnes qui ont peur des chiens aussi, donc voir si on a des appréhensions ou des peurs, voilà. Parce que toi, du coup, alors, deux questions. La première, c'est, tu étais pas du tout chien avant? Enfin, tu t'en avais peut-être côtoyé quelques-uns, mais tes parents n'ont jamais eu de chien, ou comment ça se passait? Alors, mes parents ont eu des chiens, mais moi, mon père est agriculteur, et donc les chiens qu'il avait, c'était des chiens de berger, donc qui rentraient pas à la maison, qui étaient là juste pour être avec les animaux. Et voilà, donc si, on a toujours eu des chiens chez mes parents, mais pas à ce niveau-là. Voilà, nous, les chiens ne dormaient pas dans le salon. Des chiens de travail, mais des chiens de berger, donc voilà. Ok. Oui, non, mais enfin, qui étaient quand même bien traités. Bien et sûr, tout ça, y a pas... bien sûr. Je suis aussi dans le monde agricole, les chiens de berger, on les croise aussi souvent. Mais en effet, c'est un autre rôle pour le chien, encore très différent du chien guide ou du chien de compagnie, tout simplement. Et la deuxième question, c'est quand est-on fait donc essayer les premiers chiens? Donc comme tu disais, c'était juste pour voir ton feeling avec les chiens. Il n'y avait pas de candidat pour ton futur chien guide. Non. Alors ouais, c'était ça. Donc là, on est en août 2018. On nous fait essayer des chiens pour voir si la démarche nous plaît et si on s'entend bien avec un chien, et aussi commence à voir la vitesse de chien qui pourrait nous être adaptée, parce qu'il y a des chiens qui marchent vite, des chiens qui marchent moins vite, et aussi le caractère. Est-ce qu'on veut des chiens plutôt sportifs ou des chiens plutôt joueurs, des chiens plutôt calmes? Donc il n'y a pas de candidature directe, mais on commence déjà à émettre des critères, quoi. D'accord, mais de toute façon, les chiens que tu essayes à ce stade-là, c'est pas forcément les chiens qui peuvent être remis par rapport au calendrier, c'est plus compliqué. Alors, en théorie, non. Mais d'accord. Moi, si. Ok. Mais en théorie, non. Oui, donc en théorie, c'est juste fait entre guillemets pour voir si la démarche intellectuelle est aussi une démarche qui correspond à ce que tu vas pouvoir vivre dans les années à venir, on va dire ça. Voilà. Entre la théorie et la pratique, tout simplement. Et puis, en effet, comme tu dis, c'est assez intéressant de pouvoir voir en amont quel caractère de chien devrait te correspondre, et surtout quel rythme de marche, puisqu'on l'oublie assez souvent, mais c'est un des critères, en tout cas, les plus importants. C'est un des critères principaux même, le rythme de marche, parce que si tout va bien avec le chien, mais que il est trop lent, on va chuter, on va être en avance sur le chien, donc on risque de passer devant lui. Et au contraire, s'il est trop rapide, on va courir derrière, et là c'est plus du tout confortable, quoi. Donc ouais, c'est vraiment le critère principal, la marche, mais après tous les autres critères rentrent en compte aussi. Ok, alors tu nous en as un peu trop dit. Tu nous as dit que tu étais pas censé essayer ton futur chien guide, mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé après cet essai? Alors donc durant ce stage, j'ai essayé un premier chien, je crois qu'il s'appelait Mango, si je me souviens bien. Et donc c'était un chien qui était très très rapide, voilà, beaucoup trop rapide pour moi. Et donc les éducateurs ont réfléchi il fallait que j'essaie un deuxième chien qui marchait moins vite et plus à ma vitesse. Et il se trouve que à cette période-là, il y avait pas de chien disponible qui était en fin d'éducation, en fait, ou qui avait déjà suffisamment travaillé avec des éducateurs pour pouvoir travailler avec des personnes qui testent un chien guide pour la première fois. Il fallait les éducateurs préfèrent nous faire essayer des chiens qui ont une certaine expérience pour que tout se passe bien. Et donc, il se trouve qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de chien à ma vitesse qui était disponible. Et il s'avère, du coup, qu'on m'a mis à l'essai avec une petite chienne qui était rentrée en éducation, je crois, 2 mois avant. Donc, vraiment, qui était au tout début de son éducation. Donc, 2 mois sur les 6-8 mois d'éducation. À Toulouse, je crois qu'ils sont plus autour de 8-10 mois, parce que les chiens retournent en famille d'accueil entre-temps. On en avait parlé, mais c'était pas tout à fait le même mode de fonctionnement qu'à Paris. Oui, c'est vrai que à l'école de Paris, et moi, c'est ce que je dis souvent, c'est 6 mois d'éducation. Alors, c'est variable, hein, oui, mais oui. c'est la moyenne. Et en effet, à Toulouse, donc, c'est normal, il y a des petites variations et des petites différences entre les différentes écoles. Et donc, on est plutôt, en effet, sur 8-10 mois d'éducation. Ouais, c'est ça. Ce qui fait que quand tu nous dis que la Miss que tu as essayée, elle avait seulement 2 mois d'éducation, elle était vraiment au tout début. Elle était au tout début, elle avait, je crois l'éducatrice à l'époque m'avait dit qu'elle avait juste appris la droite, la gauche, les passages piétons, les montées, mais par exemple, elle n'avait pas vu les contournements donc le contournement, c'est quelque chose qui est assez technique pour un chien guide. En fait, c'est pour, mettons, sur un trottoir, s'il y a une poubelle, et le chien va guider son maître
pour descendre du trottoir et remonter sur le trottoir après l'obstacle. Donc c'est un geste assez technique que ça qui est vu plutôt en fin d'éducation. Et du coup voilà, donc j'ai essayé cette petite chienne qui était tout juste formée pour le minimum quoi. Il s'avère que ça s'est super bien passé avec cette petite chienne. Elle allait tout à fait à ma vitesse. Bon, elle était un petit peu, moi je la trouvais un peu lente, mais on m'a dit que voilà, c'était normal, qu'elle était pas sûre, elle hésitait beaucoup, elle faisait beaucoup d'arrêts. Par exemple, dès qu'il y avait un petit trou dans le trottoir, elle s'arrêtait pour me signaler le trou. Enfin, c'était une petite chienne très précoce. Bon, j'étais très satisfaite. En plus, elle était mignonne. Elle a un regard absolument merveilleux. Voilà. On sent que tu l'as adoptée tout de suite. Ah oui, moi de suite, j'ai craqué pour elle. Aussi, un de mes critères était que je voulais un chien blanc. Et bon, elle était noire. Voilà, j'avais quand même craqué sur elle. Tu n'as pas eu d'autres chiens du coup, à part Mango et cette petite chienne à essayer du coup? Non, j'en ai pas eu d'autres. Il y a eu les bilans en locomotion et moi j'avais besoin de quelques cours de locomotion pour notamment revoir les traversées de carrefour, voilà, pour sécuriser un peu tout ça. Donc voilà, moi mon parcours après a été un petit peu plus long que d'autres personnes. Par exemple, il y a des personnes après ces 2 jours de stage, 1 mois après ils ont le chien. Moi ça a été un petit peu plus long. Tu avais besoin de te recaler, de te sécuriser. Voilà. Parce que à la différence que tu disais aussi, c'est que là tu étais dans une grande ville. Voilà, ouais. Il fallait que tu sois en sécurité à Toulouse. Et ça, avec un environnement changeant. Donc tu t'es bien consolidé sur la locomotion. Voilà. Donc t'as refait quelques jours, j'imagine, à l'école de Toulouse. C'était surtout des séances. Je devais avoir 1 ou 2 séances par semaine d'1 heure. J'ai fait ça de septembre, octobre jusqu'en décembre. Après aussi, on a fait pas mal de séances de nuit parce que j'étais pas à l'aise la nuit, donc j'ai fait quand même quelques séances aussi pour me rassurer là-dessus quoi. Et donc avec tout ça, on arrive en janvier 2019 et donc on m'appelle début janvier pour me dire que on a 2 chiens à me faire tester en vue d'une remise. D'accord. Donc là ça y est, c'est l'aboutissement. On se dit waouh, ça y est, je vais avoir un chien. Dans ta tête, qu'est-ce qui se passe par rapport à ces 2 chiens? Est-ce que t'avais conservé un peu des images avec la petite chienne que t'avais essayé dans l'été, ou t'étais passée à autre chose et t'étais prête à accueillir 2 nouveaux chiens en test? Moi, on m'a pas dit au téléphone, on m'a dit voilà, on a 2 chiens à te faire tester, mais on m'a pas du tout dit les noms des chiens, aucune idée de qui c'était. Après, oui, bon, j'espérais secrètement revoir cette petite chienne que j'avais beaucoup aimée. Après, c'est vrai que je la cherchais un petit peu sur les photos Facebook, sur les choses comme ça, tu vois, je la cherchais. Ouais, donc elle t'avait tapé dans l'œil quand même. Dans l'œil, mais c'est vrai que je m'étais pas fait trop d'illusions non plus, mais un petit peu quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe en janvier 2019? Tu es allée faire le test. Et donc, je suis allée faire le test, et là, on me dit, donc, il y a une chienne qui s'appelle Nova, qui est sympathique, qui est sur le même rythme de marche, donc on me présente cette chienne, et on me dit, par contre, la deuxième que tu vas tester, tu la connais, c'est Naya, que tu as essayé au mois d'août. Et donc là, j'étais toute contente, je me dis, ah oui, super, je vais la revoir. Donc bon, j'ai essayé la première, je la trouvais un peu rapide, puis voilà, elle avait, dès le début, elle avait décidé de me tester, bon, ça s'est bien passé, mais voilà, quoi, elle commençait déjà à me tenir tête. Et avec Naya, nickel, en plus, bon, je la connaissais déjà, donc là, ça s'est super bien passé. Et même l'éducatrice était assez surprise. Apparemment, c'était une chienne qui a été un peu difficile au niveau de l'éducation. Elle m'a dit, waouh, c'est fou, avec toi, ça marche tout seul. C'est elle qui était destinée, quoi. Je me dis que c'est ça. Et du coup, suite à ça, donc j'ai choisi la petite Naya, petite labrador noire. Voilà, même si je voulais un chien blanc, bon, j'ai quand même craqué sur cette petite chienne noire avec ses yeux absolument adorable que tu avais vu. Quand on s'est croisés, en effet. Quand on s'est croisés, ouais. Et du coup, en mars 2019, c'est bien ça qu'elle t'a été remise? Ouais, je l'ai eu en mars 2019. Donc, en fait, ton coup de cœur d'août 2018 n'était pas sorti de ta tête, et au final, tu es retombée sur cette petite chienne. Et donc, Naya guide tes pas depuis mars 2019. C'est ça. Comment ça s'est passé au tout début entre vous? C'était tout à fait naturel? Alors, au tout début, donc entre-temps, du coup, je l'ai eu sur 2 week-end pour essayer, pour voir si on s'entendait bien au niveau caractère. Donc ouais, ça s'est super bien passé. Elle était encore un petit peu, elle était jeune, elle avait pas 2 ans encore, donc elle était un peu excitée. Et donc ouais, non, au tout début, même pendant la remise, ça s'est bien passé. Alors après, il y a quelques anecdotes assez rigolotes. Par exemple, pendant la remise, elle venait me réveiller la nuit parce que c'était, elle avait envie de faire un câlin, quoi, ou des choses comme ça. Bon voilà. Après, il y avait il y avait des phases de test aussi. Je pense que, elle a beaucoup testé au début, mais je pense que c'est normal avec tous les chiens, tous les maîtres qui ont des chiens. Au début, il y a énormément de tests de la part du chien, comme les enfants, quoi. Ils essaient de tester les limites. Mais oui, en effet, ils testent les premiers temps. C'est comme tu dis, c'est comme un enfant, des fois.
Et puis bon, après, ils voient bien où sont les limites et puis surtout, ils voient bien où est-ce qu'on leur donne toute la liberté quand ils sont en dehors. Voilà, ouais. Vous êtes aussi apprivoisés l'une l'autre, j'imagine. C'est ça. Parce que tu as dû apprendre à vivre avec un chien au quotidien. Oui. Tu disais que t'en avais eu, mais pas forcément en maison. Donc... Et je me demandais aussi, tu nous parlais du fait que tu croisais des chiens guides quand tu allais au centre de réadaptation, je crois. Comment t'as évolué? Parce que tu as intégré du coup cet univers des chiens guides d'aveugles, comme j'aime l'appeler. Est-ce que pour toi, ça a été quelque chose qui a engendré, alors bon, de nouvelles relations, j'imagine, puisque si on discute aujourd'hui, c'est bien du fait que tu as Naya à tes côtés. Mais dans ton quotidien, comment ça s'est organisé par rapport aussi à ton lien avec l'école, j'imagine? Écoute, il se trouve que moi j'ai fait beaucoup en fait quand j'ai eu mon chien, j'avais ce besoin de remercier le monde entier, tu vois. Parce que c'est vraiment libérateur et du coup je me disais mais qu'est-ce que je peux faire pour apporter des choses, enfin voilà, pour remercier tous ces gens qui ont pris du temps pour éduquer ce chien. Et en fait la meilleure façon qui m'est apparue, c'était de m'investir dans cette association et dans ce domaine-là. Et du coup j'ai fait beaucoup donc en suivant ma remise avec Naya, beaucoup de sensibilisation pour l'association des chiens guides, donc dans des écoles, dans des lycées. J'ai tenu donc à Toulouse, ils font l'opération qui s'appelle les 30 000 pommes pour un chien guide. Donc c'est des stands dans divers supermarchés. Donc les fournisseurs du supermarché vont donner gratuitement des pommes à l'association des chiens guides pour qu'elle puisse les revendre, et tous les bénéfices vont directement dans les caisses de l'association. Donc c'est quelque chose qui marche très très bien. Je crois que c'est une de leurs plus grosses rentrées d'argent. On a fait ça aussi, on a tenu des stands avec ça. J'avais fait le marché de Noël de Toulouse aussi pour l'association des chiens guides. Donc maintenant à cause du Covid, malheureusement ça a été énormément ralenti et ça apporte beaucoup. Et c'est vrai que du coup de partager mon expérience avec les maîtres qui sont là durant cette journée et aussi avec le public qu'on a, donc soit des enfants, soit des adultes, soit des adolescents, c'est toujours très très enrichissant quoi. Donc du coup tu t'es investi à fond. Ouais. Et comme tu dis, c'est vrai qu'on crée des contacts. Il y a beaucoup de gens que je voyais, donc même si on était à l'institut ensemble, on se fréquentait pas plus que ça. Et c'est vrai que maintenant on se voit beaucoup parce que on a les chiens, donc allez, on va faire une petite promenade, on va au parc, ou dès qu'il y a un problème on s'appelle. Et puis après aussi avec Instagram, j'ai rencontré toi, mais j'ai rencontré plein d'autres personnes aussi autour des chiens guides ou des chiens d'assistance en général, avec des histoires et des parcours toujours hyper intéressants. Donc c'est vrai que ça ouvre beaucoup de choses quoi. T'es rentrée dans cet univers des chiens guides, et c'est vrai que comme tu le disais, nous on s'est croisés, on a eu l'occasion de se croiser en vrai quand même il y a 1 an et demi maintenant, c'était en septembre 2019 il me semble. C'est ça. Ça faisait tout juste 6 mois que tu étais guidée par Naya. Ouais, c'est vrai que oui, c'était assez récent, ouais. C'était les tout débuts, et donc s'était rencontrés virtuellement en amont sur Instagram en effet, puisque Naya a son propre compte Instagram. Voilà, ouais. Donc je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Et puis on avait eu l'occasion de parcourir et de faire quelques photos, notamment autour du Louvre à Paris. Ouais, puisque tu étais de passage donc sur Paris, donc j'en avais profité et c'était super chouette de pouvoir quand même parler de vive voix et se rencontrer. Finalement, on ne savait pas en septembre 2019, mais qu'on ne pourrait pas se revoir de sitôt en tout cas. Et oui. On a bien fait de sauter sur l'occasion. Ouais, c'est ça, ouais. Tu avais parcouru du coup un petit peu Paris avec Naya pour la première fois du coup? C'est ça. Pour raconter un petit peu ce voyage, donc je suis partie de Toulouse. En fait, je devais aller voir de la famille dans les Vosges, donc dans le nord-est de la France. Et je me suis décidée un peu sur un coup de tête, et c'était le vrai premier grand voyage que je faisais toute seule, quoi. Enfin, toute seule dans le sens où il y avait personne pour m'amener en voiture quelque part, ou j'ai pris le train toute seule dans des endroits que je connaissais pas. D'habitude, je faisais des Toulouse-Bordeaux ou des Toulouse-Montpellier, donc que je connaissais, donc sans problème quoi. Et voilà, donc de me retrouver à Paris toute seule avec mon chien, c'était une première pour elle. On a fait beaucoup de trains d'un coup, donc je pensais qu'elle aurait peut-être du mal, mais non, ça s'est bien passé. Et voilà, ouais, ça avait été un voyage assez enrichissant, et on s'était croisés à ce moment-là. Est-ce que du coup, j'imagine que oui, pour toi et Naya, c'était une première d'aller dans une ville un peu inconnue et très très dense, parce que quand même Paris, c'est pas très reposant. C'est ça, ouais. Même pour Naya, j'imagine qu'elle a dû être un peu fatiguée à la fin de ses journées, puisqu'on l'est déjà en tant que bipède, alors quand on doit tout capter, comme tu disais, le métro, etc. Le métro, le RER. En tout cas, j'espère que vous en gardez un bon souvenir de votre passage. En tout cas, moi, je garde un très très bon souvenir de notre après-midi. Et c'était super sympa, ouais. Puis après, il y a eu plein de petites aventures. J'étais logée chez une copine qui habitait vers Fresnes, donc c'était un peu, voilà, le RER. Enfin, c'était beaucoup de transports en commun. J'ai découvert des choses aussi. J'ai découvert qu'au métro,
métro de Paris, t'avais plusieurs sorties. Moi, je savais pas. À Toulouse, t'as une seule sortie pour sortir du métro. Tu vois, donc il y a plein de petites choses comme ça que j'ai découvert. Une vraie découverte pour toi et pour Naya, du coup. Ouais, c'est ça, ouais. En tout cas, moi, j'en garde un très très bon souvenir et il faisait hyper beau. Ouais, c'est vraiment chouette. Et je voulais te demander, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais nous partager ? J'ai vu il y a pas longtemps sur tes réseaux sociaux qu'il y avait quand même un petit souci dans l'allocation adulte handicapé et je me suis dit que tu pourrais nous en apprendre plus parce que moi j'ai découvert un peu le sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer et puis par rapport à l'évolution de ta situation personnelle tout simplement, comment ça t'impacte ? Alors en fait, ouais, je voulais qu'on parle de ce sujet parce que c'est un sujet assez compliqué, assez tabou, j'ai l'impression. Donc il faut savoir quand on est en situation de handicap et que notre handicap est reconnu à plus de 80% d'invalidité, on peut prétendre à ce qui s'appelle l'allocation adulte handicapé. Donc cette allocation, c'est de l'argent qui nous est versé tous les mois pour compenser le fait qu'on ne peut pas travailler ou qu'on ne peut pas trouver un emploi stable ou un emploi à temps plein. Cette allocation adulte handicapé, elle s'élève à 900 € par mois. D'accord, net. Donc il faut savoir que en fait cette allocation pour une personne en situation de handicap qui va être en couple avec quelqu'un, ce revenu va dépendre de ce que gagne son conjoint. Donc c'est-à-dire que si la personne en situation de handicap est en couple avec quelqu'un qui gagne bien sa vie, son allocation va baisser donc en fonction du salaire de cette personne. Donc ce que tu veux dire, c'est qu'aujourd'hui, toi, tu la touches depuis quelques temps, j'imagine, cette allocation ? Ouais, je la touche depuis 2 ans, un petit peu plus de 2 ans maintenant. Clairement, ça m'a permis d'être indépendante financièrement et de vivre tout simplement. Et sachant que niveau fatigabilité, je peux pas me permettre d'avoir un travail à côté de mes études. Et puis même, disons les choses comme elles sont, quoi. Une personne malvoyante ou aveugle, c'est très difficile de trouver du travail parce que je crois que c'est le handicap qui fait le plus peur aux recruteurs. Tout ce qui est emploi étudiant, c'est-à-dire McDo ou babysitting ou tout ça, c'est très 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 compliqué. J'avais essayé mais c'est vraiment difficile quoi. Une petite précision, il me semble savoir que tu travailles quand même de temps en temps, voilà, dans les moments où t'as pas d'études parce que c'est pas compatible sinon par rapport à la fatigabilité dont tu nous disais, mais toi tu es très compétente pour travailler avec les enfants justement. Ouais, moi j'ai passé mon BAFA donc je travaille pendant l'été, j'arrive à travailler quelques semaines par-ci par-là en centre de loisirs. C'est rien de périn quoi, c'est des contrats d'une semaine qui sont des fois reportés d'une semaine à l'autre, donc c'est pas grand-chose. Et puis en animation, on est très mal payé, mais après c'est l'animation qui fait ça. Donc tu as quand même l'occasion de travailler en centre aéré. Ouais, un petit peu. La place de Naya dans tout ça, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots ? Écoute, moi j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Je travaillais régulièrement dans le même centre de loisirs en fait, et donc j'y travaillais déjà avant d'avoir Naya. Donc ils me connaissaient et ils connaissaient mes capacités en tant qu'animatrice et bon voilà les limites que je pouvais avoir. Tu vois, clairement la seule limite que j'avais, c'était quand on fait des déplacements d'enfants, moi je demande à être derrière pour pas avoir à gérer les traversées, les choses comme ça. Oui, pour pas avoir du coup à prendre la décision. Voilà. Parce que ça m'interroge beaucoup. Enfin, je suis aussi diplômée du BAFA. J'ai aussi travaillé en centre aéré l'été quand j'étais étudiante. Alors c'est pas que j'ai du mal à imaginer, mais ça me pose beaucoup de questions et je pense que je suis pas la seule autour du podcast à se poser la question sur justement. Donc là, tu étais avant avec ta canne et tu encadrais les groupes d'enfants. Ouais. Et donc Naya, quand elle est arrivée, comment ça s'est passé ? Naya, elle a été donc accueillie. Alors moi, j'avais été de suite franc avec le directeur. J'ai dit voilà, là, je vais avoir un chien guide. Et, écoute, si tu veux me reprendre, tu peux. Si tu ne veux pas, je comprends aussi. J'ai quand même dit que il fallait quand même que j'ai une expérience avec le chien pour pas que ça me fasse un trou dans mon CV et que ça fasse peur aux employeurs que je pourrais avoir dans le futur. Tu vois, je l'avais bien dit que j'aimerais bien être embauchée, ne serait-ce que pour au moins avoir eu un contrat pour dire voilà, j'ai déjà travaillé avec mon chien, ça s'est bien passé, je sais comment on fait et voilà, tu vois. C'était important pour moi et il se trouve qu'il m'a pris, il m'a repris, donc Naya a été accueillie genre une princesse quoi. Vraiment. Au niveau de l'équipe, tout le monde a accroché avec elle. Elle est mignonne, elle est gentille. Voilà, y a pas de souci. J'ai mis beaucoup de limites, quoi. C'est-à-dire que, alors les animateurs, je leur demandais de pas lui faire de câlins devant les enfants. Parce que moi, ma limite, c'était que je ne voulais pas que les enfants la touchent. Parce que les enfants, en fait, ils vont avoir tendance à être tout le temps sur elle. Et bon, voilà, ça reste un chien. Et on connaît pas les réactions qu'elle peut avoir. Tu vois, si elle est trop oppressée ou même si elle est contente, je pense qu'au bout d'un moment, comme tous, elle peut avoir des gestes agressifs pour dire stop, tu vois. C'était la principale règle que j'avais mis. Donc, les enfants ne touchent pas Naya. Et du coup, j'avais demandé aux animateurs de, quand il y avait les enfants, de pas lui faire de gros câlins, de gros machins. Bon, voilà. Et donc, ouais, ils ont tous bien respecté ça. J'ai jamais eu de
problème avec l'équipe, même au contraire. L'animation est très bienveillante, en fait. C'est un milieu qui est assez bienveillant. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de questions des enfants, des autres animateurs, beaucoup de questions pas tabou, parce que les enfants, ils te posent la question comme elles viennent, quoi, et ça, c'est super. Et même des familles, j'avais des parents qui venaient me demander comment ça se passait, qui étaient impressionnés, ils me disaient, ouais, c'est super, comme ça, les enfants, ils voient que tout le monde peut travailler, que tout le monde peut faire ce que vous faites, et même, une fois, il y a une maman qui m'a dit, oui, mon fils, il a vu quelqu'un avec un chien guide dans la rue, et il a dit, ouais, c'est comme Justine, et du coup, il faut pas toucher le chien, enfin, tu vois. C'est vraiment c'est énorme l'ampleur que ça a, quoi. Et non, ça s'est super bien passé, et voilà, bon, maintenant je suis l'animatrice avec un chien guide, et l'animation en général, enfin je sais pas l'idée que t'en avais toi, mais c'est vrai que c'est toujours assez, la plupart du temps c'est bienveillant et ça se passe super bien, quoi. Oui, mais c'est pour ça que ça me questionnait un peu de voir comment ça avait été géré. Et au final, ce que tu nous dis, c'est un peu ce que je retrouve moi au travail ou au travail de mon conjoint quand il a les élèves chiens guides qu'on a en relais, ou dans les autres personnes que je connais ou qu'on a même avec qui on a même échangé par ici sur le podcast. Par exemple, Marie-Pata Baudelet, elle est enseignante en CP, et du coup, l'idée est toujours la même, oui, c'est vrai. à savoir qu'il y a des règles à avoir justement pour ne pas perturber d'une part le chien et pour ne pas perturber son propre travail. Parce que voilà, si tu es animatrice, c'est pas pour gérer les enfants qui sont auprès de ton chien toute la journée. C'est un peu la même chose qu'on avait eu nous de notre côté au travail. C'est pareil, le chien il est pas au travail pour que nous on ne puisse pas travailler et gérer tous les jours les collègues et toutes les heures les collègues qui viennent le voir. Mettre quelques règles de vie en fait, tout simplement, comme on peut le faire sur d'autres choses. Voilà, on en a eu aussi quelques-unes en lien avec le chien, et ça permet de satisfaire tout le monde et d'être très bien organisé en tout cas. C'est ça, ouais. Moi, c'est hyper intéressant que tu nous racontes ça. Puis j'ai vraiment eu aucun retour négatif, ou du moins pas en face, quoi. Après, c'est toujours pareil, on sait pas. Après, le petit regret que j'ai, c'est qu'on m'a jamais accepté en colo, parce que, voilà, je pense que le chien, ça fait peur aussi. Pour le moment, j'ai eu aucune expérience en colo, mais bon, peut-être qu'un jour, ça viendra, hein, si jamais... S'il y a des directeurs qui veulent faire des colos avec un chien guide, je suis là. Et en tout cas, on te le souhaite. Et donc, ouais, non, moi, je crois que concrètement, j'ai jamais trouvé d'emploi à temps plein où j'ai été payée un SMIC, quoi. Vraiment, ça m'est jamais arrivé. Donc, L'AAH, l'allocation adulte handicapé, elle est aussi conditionnée, c'est-à-dire que si tu gagnes ta vie, à partir d'un certain montant, tu ne touches plus l'AAH. Elle est déjà, donc pour une personne seule, oui, elle est conditionnée, c'est-à-dire que moi, si je vais travailler à mi-temps, l'AAH va compenser pour que j'arrive au SMIC, mais au-delà du SMIC, je ne toucherai plus l'AAH. Ça reste quand même un renouvellement qu'il faut faire tous les 5 ans, donc moi, il faudrait que je le fasse dans 1 an et demi, 2 ans, je crois. Enfin, que je commence le dossier dans 1 an et demi, 2 ans, parce qu'après, il y a les délais, tout ça. On nous donne de l'argent, mais c'est quand même déjà un parcours du combattant pour l'avoir, quoi. Et donc, dans ta situation, tu as touché et tu touches l'AAH, mais donc, voilà. Dernièrement, ce que tu nous témoignais, en tout cas sur les réseaux sociaux, et ce que tu as apporté à connaissance, en tout cas, moi, je l'ignorais, c'est que donc ta situation a évolué du côté de ta vie personnelle, et ça met en péril un peu cette allocation. Alors en fait, il se trouve que comme beaucoup de personnes, j'ai rencontré quelqu'un et je m'étais renseignée pour m'installer avec cette personne parce que voilà, quoi, c'est la vie. Et en fait, je me suis rendu compte que si on habitait en couple, donc même sans être pacsé ou sans être marié, en fait mon allocation allait dépendre de son salaire. Et ça, c'est profondément injuste. Si mon compagnon gagne plus de 1126 € par mois, moi, mon allocation va baisser. Et s'il gagne plus de 2200, je n'ai plus d'allocation. Et puis ce que tu dis surtout, c'est que en dehors de vivre à deux sur 2200 €, c'est surtout la dépendance financière que ça crée vis-à-vis de ton conjoint. Actuellement, moi, j'ai une allocation de 1007 € parce que donc j'ai les 900 € d'AH plus 100 € et quelques de ce qu'ils appellent de la majoration à la vie autonome parce que j'habite toute seule de manière indépendante. Je paye mon loyer, mes factures, ma nourriture, mes soins et mes frais parce que tout n'est pas pris en charge même si on a un handicap, et la nourriture et les soins de Naya. Alors, et si on habite ensemble, moi je passe à 250 € par mois. Et donc moi je n'aurai que 250 € par mois en fonction de son salaire à lui. Et ça, en fait, avec ces 250 € par mois, faut toujours que je paye mon loyer, enfin ma part de loyer, ma part des factures, faut toujours que je me nourrisse, faut toujours que je nourrisse Naya, et il faut toujours que je paye les soins ou que j'avance les soins qui sont liés à mon handicap, quoi. Et sauf qu'avec 250 € par mois, c'est pas possible, je peux même pas me payer un loyer à Toulouse, quoi. Et du coup, il faudra que je lui demande de l'argent, s'il veut bien à un moment donné, c'est pas normal que j'en arrive là, quoi. Oui, parce que du coup, toi, donc
ce cap d'emménagement en couple qui peut paraître très logique dans beaucoup d'histoires, conditionne quand même pas mal de choses de ton côté financièrement. Voilà, comme beaucoup de monde, et en fait, non, on n'est pas du tout gagnant, quoi. Et c'est inadmissible parce qu'on se retrouve en fait à devoir choisir entre soit garder un minimum d'indépendance et de dignité et pouvoir se gérer nous-mêmes, ou l'amour pour une personne et le fait d'avoir envie de vivre avec une personne. Enfin, c'est en plus d'avoir le handicap à gérer et tous les choix et toutes les privations que ça peut engendrer, on a encore en plus ça à rajouter, tu vois, au niveau des couches de choses difficiles à vivre. Voilà, clairement, moi, si je pouvais, mais je travaillerais autant que je pourrais pour vivre normalement, quoi. Enfin, et ça choque personne, quoi. Ça ne dérange personne que nous, on soit obligé de demander de l'argent à notre conjoint, en plus de devoir demander tout plein de choses pour notre vie, quoi. Clairement, des déplacements, plein de choses du quotidien, quoi. Enfin, c'est quelque chose de fou. Alors, il y a une loi à ce sujet qui est passée à l'Assemblée en février 2020. Donc une loi pour l'individualisation de l'AH. Pour le moment, c'est pas passé au Sénat, on sait pas quand est-ce que ça passera. C'est une mesure qu'on attend depuis beaucoup trop longtemps, quoi. C'est simple, à chaque fois qu'il y a des communiqués de presse de l'État au niveau du handicap, la question qui revient tout le temps en commentaire des gens, c'est à quand l'individualisation de l'AH? Quand est-ce qu'on ne sera plus dépendant de nos conjoints? Quand est-ce que nos revenus ne seront plus dépendants de ceux de nos conjoints? Enfin, ça revient très très souvent, quoi. J'espère que ça va évoluer rapidement, que l'individualisation de l'AH sera mise en place très bientôt. On fait connaître aussi aujourd'hui cette problématique. Bon, je vois que le temps tourne. On pourrait encore en parler pendant des heures. Cependant, je vais quand même te poser les petites questions de fin que tu as dû entendre. Alors, je voulais juste rajouter un petit truc au sujet de l'AH. Il y a une très bonne chronique qui a été faite donc sur France Inter. Donc, c'est Nicole Ferroni qui a abordé le sujet de l'AH et de l'individualisation de l'AH, donc avec énormément d'humour. J'invite tous les gens qui sont intéressés à aller la réécouter, cette chronique. Exprime vraiment la chose avec beaucoup d'humour et avec des images très crues, mais au moins qui illustrent bien le problème. Et voilà, j'invite tout le monde à aller écouter cette petite chronique de 3 minutes qui m'a fait beaucoup rire et qui est très sympathique. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Bah, y a pas de problème. En tout cas, je mettrai le lien. C'est vrai que ce sujet, on espère qu'il va vite se résoudre. Et donc, je te disais que je vais te poser les petites questions de fin. La première, c'est quelle est ta plus grosse honte avec Naya? Alors, j'y ai beaucoup réfléchi et c'est vrai que j'ai eu du mal à trouver parce que j'ai jamais eu de problème vraiment très embarrassant. Mais c'est vrai que c'est plutôt une anecdote. J'ai quand même une anecdote à te raconter qui est quand même assez drôle. Dis-nous tout. Alors, c'est au tout début où j'avais Naya, donc en mars 2019. Donc, une des premières fois où j'allais à la fac avec elle, c'était en cours de musique ancienne, donc voilà. Et donc la prof faisait son cours, voilà, tranquillement, et puis à un moment, elle arrête de parler, le temps de tourner sa page ou de chercher son diapo, et on entend un énorme ronflement. Et c'était Naya qui était en train de se taper sa meilleure sieste voilà, pendant le cours, et un très très gros ronflement, et voilà, c'était Naya. Et donc j'imagine que tout le monde l'a entendu. Ouais, c'est ça. Alors mes camarades connaissaient Naya, mais voilà, c'est vrai que c'est assez surprenant pour ceux qui la connaissent pas. Mais c'est vrai que le ronflement à ce moment-là a dû se faire remarquer. Oui. Bon bah écoute, oui c'est vrai que quand nos élèves dorment, moi j'ai déjà dû. Alors c'est plus le cas aujourd'hui, mais avant je partageais mon bureau avec une collègue qui accueillait toujours bien sûr les élèves chien guide que j'avais en relais avec grand plaisir. Mais j'avoue que quand elle était au téléphone ou qu'elle avait un rendez-vous et que j'étais dans la pièce, j'ai parfois dû réveiller mes élèves chiens guides parce qu'en dehors du ronflement, ils rêvent beaucoup, nos amis les élèves chiens guides. Oui, Queen, ouais. Souvent je dis que c'est les seuls moments où on les entend aboyer, mais en ayant la bouche fermée, donc ça fait des sons. Oui, voilà. Bon, ça fait un peu des sons bouche fermée. Voilà, moi j'ai déjà dû en effet réveiller quelques-uns. Alors ça m'est déjà arrivé en cours aussi, mais c'est vrai que souvent je la vois arriver en fait, c'est-à-dire qu'elle commence déjà à rêver, à bouger les pattes, à bouger la queue avant de queener, donc moi je la réveille avant. Enfin quand je suis en cours, après quand elle est à la maison, bon, je la laisse rêver, quoi, elle fait sa vie. Hein. Bon après, on vous rassure trop, nous on vous le dit, hein, quand on les réveille, ils se rendorment tout de suite derrière. Hein. Oui. Après, je sais pas comment il faisait les dire, mais Naya elle avait une position quand même, c'est-à-dire que je sentais à la position qu'elle avait qu'elle allait rêver ou pas, tu vois, par exemple quand elle dort en boule, là tu sais,
en rond, enfin, je sais pas comment on dit ça. Oui, là, elle rêve pas dans cette position, mais quand elle va être sur le côté étalé de tout son long, là, elle a plus tendance à rêver, tu vois. Donc c'est vrai. Sur la position, j'arrive. Ouais, je sais pas si t'as remarqué, mais Si, moi je constate aussi que quand ils sont en boule, ils sont quand même dans un sommeil un peu plus profond et pas forcément avec des rêves. Et c'est vrai que par contre, en général, et c'est ça qui me fait rire, ils rêvent en plus dans des positions des fois un peu très originales, et donc tu peux avoir les pattes qui bougent en l'air ou des choses comme ça. Non, ouais. J'en ai déjà partagé pas mal de vidéos, mais c'est vrai que je pourrais faire une vidéo entière de rêves de chiens sans problème. Mais après, des fois, tu sais, le temps de prendre la vidéo et tout, c'est passé, quoi. C'est ça. J'ai jamais eu de belles vidéos de Naya qui faisait vraiment des fois, elle fait des grands cris, quoi. Elle fait des trucs assez impressionnants, mais voilà. Mais le temps que t'attrapes la vidéo, voilà. Le temps d'attraper le téléphone et de faire la vidéo, ça revient pas. Ouais, elle m'a déjà réveillée la nuit, quand même. Hein. Des fois, c'est arrivé qu'elle aboie tellement fort qu'elle me réveille la nuit. Bah oui. Tu sais qu'elle rêve tellement fort. Moi, ça m'est déjà arrivé dans le sens où les élèves chiens guides que j'ai, c'est jamais les mêmes. Et tu sais pas comment va se passer la première nuit. Et la première nuit, s'ils se mettent à rêver la première nuit, moi, ça m'inquiète parce que je sais pas s'ils sont mal, s'ils appellent, s'ils pleurent ou en fait s'ils rêvent. Oui, quoi. Tu sais pas, ouais, c'est vrai que moi au début aussi, je crois que la première fois qu'elle me l'a fait, je croyais qu'il se passait quelque chose ou qu'elle pleurait ou que non, elle rêvait tranquille. Bon, et du coup, est-ce que tu peux nous confier quelle est ta plus grande fierté avec Naya ? Alors, là aussi, c'était pas évident parce que, je pense que ce qui aurait dû être ma plus grande fierté aurait dû arriver en 2020. Je devais partir en échange universitaire en Irlande pendant 1 an avec Naya, du coup. Sauf que ça s'est pas fait en raison du Covid. Du coup, je pense que ma plus grande fierté resterait quand même ce grand voyage que j'ai fait où on s'est rencontrés. Donc, ça peut être assez dérisoire pour d'autres personnes, mais voilà, c'était quand même le premier grand voyage que je faisais toute seule avec Naya. Et je pense que si je l'avais pas eu, je l'aurais jamais fait parce qu'avec la canne, voilà, j'aurais eu plus d'angoisse et beaucoup plus de difficultés que ce que j'ai eu. Donc, je pense que ça reste quand même ma plus grande fierté. Voilà. Oui, donc tu étais seule, mais tu n'étais pas seule puisque Naya était avec toi. Voilà, ouais. C'est ça, ouais. Et ouais, j'avais d'autres projets de partir avec Naya aussi, mais bon, voilà, là, c'est un peu compliqué. Et donc voilà, j'espère que ça se fera aussi, des grands voyages, mais pour le moment, c'est pas organisable, et c'est aussi assez difficile à organiser, mais on croise les doigts pour que ça se fasse. Voilà. Bon, en tout cas, ça te fait beaucoup de projets pour l'avenir. On a hâte de voir tes aventures avec Naya, et puis surtout, on a surtout hâte de vous revoir. Enfin, moi, j'ai hâte de vous revoir en vrai à l'occasion, parce que moi aussi. Hein. Se revoir et puis faire une belle détente avec Naya, rediscuter. Bon, on a les réseaux sociaux en attente, ça fonctionne toujours. Bon, écoute, Justine, merci beaucoup pour tous ces échanges encore riches et passionnants. J'en ai encore appris. Merci à toi. Mais avec plaisir. Et puis, on peut te souhaiter que le meilleur avec Naya. On voit que c'est bien parti, que le coup de foudre qui date maintenant d'il y a 2 ans, c'est bien confirmé et que vous formez une belle équipe. En tout cas, on peut vous souhaiter que le meilleur. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup de nous avoir accueillis avec Naya et j'espère que tu auras encore plein de belles histoires à nous raconter à travers ce podcast. Et écoute, je te dis à très bientôt, j'espère, et bon courage pour la suite. Merci. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté en espérant qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires sur mes réseaux sociaux Futur Chien Guide ou encore un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est toujours un plaisir de vous lire. Pour suivre mon quotidien de famille relais, abonnez-vous sur mes réseaux sociaux et au blog futurchienguide.fr. Et pour faire grandir ce podcast, le meilleur moyen reste encore d'en parler autour de vous, mais aussi de m'identifier pendant vos écoutes, ça fait toujours chaud au cœur. À bientôt pour un nouvel épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.